Ils parlent de laïcité, mais en réalité, ils transmettent, c'est plus une envie d'interdire une certaine religion. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous voulez boire un petit café? Avec plaisir, je vous en prie. Entrez. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vous présente François De Smet, qui est l'ex-président du parti Défi, qui était le premier directeur de Myria. Il est ici pour parler et pour boire un petit café. On a vu que vous avez fait de la philosophie et du droit, vous avez même fait un doctorat. En philo. Comment est-ce que vous êtes passé de cette carrière plutôt littéraire, scientifique, à de la politique? Alors, j'ai travaillé en fait dès le début, dès que j'ai eu 22 ans. J'avais terminé la philo, j'avais fait baccalauréat en droit, parce que mon père m'avait un peu convaincu qu'avec la philo seul, je n'arriverai à rien, ce qui est pas vrai, mais souhaite. On m'a proposé un job à l'époque dans un cabinet ministériel, Hervé Esquin, ministre libéral. Mais j'ai eu envie de ne pas lâcher l'académique. J'ai fait une thèse en philosophie à mon rythme, mais j'ai toujours eu un pied dans le monde intellectuel, réflexif, académique. Encore aujourd'hui, je prends du temps pour écrire. Et à côté de ça, j'ai toujours eu besoin d'un pied ancré dans le monde plus réel, à gérer des problèmes, à gérer les budgets. J'ai toujours eu besoin de cet équilibre. L'un m'aide à faire l'autre. Ça fait déjà quelques années que vous êtes dans le parti Défi et vous êtes le seul représentant à la Chambre des représentants. Comment vous vivez cette solitude? Je suis tout seul. Attention, le fait d'avoir déjà un siège à la Chambre des représentants veut dire que vous comptez dans le paysage. J'ai un seul collaborateur parlementaire et donc c'est la course en permanence. Je suis toujours en moyenne physiquement dans 3 commissions à la fois. Je vais poser une question, je reviens, etc. etc. Vous êtes très impliqué dans la question de laïcité, qui est une question très vivante en Europe actuellement, évidemment en France avec tout ce qui se passe dernièrement, mais la laïcité en Belgique a été souvent débattue. Et comment vous la définiriez-vous? Alors, c'est pas la même chose en France et en Belgique. En France, il y a une laïcité définie assez clairement dans une loi. En Belgique, qui est née sur un compromis entre catholiques et libéraux, la laïcité est devenue une sorte de famille idéologique, presque un culte reconnu parmi d'autres. La laïcité, pour moi, c'est d'abord la séparation absolue des églises et de l'État, mais aussi la prépondérance de la loi civile sur toutes les lois religieuses, philosophiques ou convictionnelles de manière générale, puisqu'il n'y a pas que les religions. La laïcité considère d'abord que la liberté de culte et de religion, c'est un préalable important et que ça doit être respecté dans le privé notamment. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, vous avez le droit d'avoir votre identité religieuse ou convictionnelle. Mais on pense qu'il y a dans certaines sphères une abstention de signes convictionnels ou d'expressions religieuses qui doit pouvoir être installée. L'administration publique, quand vous y travaillez pour nous, vous devez représenter l'État de manière neutre. Et on pense aussi que les religions ne devraient pas avoir leur mot à dire dans les écoles. Notamment, avoir un cours aujourd'hui de morale et de religion où on sépare les élèves en fonction des convictions religieuses de leurs parents. Ça n'a plus de sens. Il faudrait un seul cours de philosophie et d'histoire des religions. Mais ce serait quand même bien qu'à 18 ans, tout le monde sache que c'est que les 5 piliers de l'islam, le Yom Kippour, l'évangile, peut-être aussi Socrate, Descartes, Platon, Aristote, qu'on ne soit plus des analphabètes philosophiques et religieux qu'on est malheureusement parce qu'on est éduqué dans notre petit couloir. Donc la laïcité, c'est aussi quelque chose de positif. Pas juste un registre d'interdiction, de signes convictionnels, c'est beaucoup plus large que ça. C'est comment on vit ensemble demain, où aucune religion, aucune conviction ne peut s'imposer aux autres. Et en Belgique, il y a un peu un débat entre laïcité et neutralité de l'État. Personne ne sait exactement ce que c'est. La neutralité, c'est une des déclinaisons de la laïcité. La neutralité de l'État, c'est qu'on demande par exemple aux fonctionnaires de n'afficher aucune conviction de manière extérieure. Parce qu'en Belgique, selon la neutralité de l'État, dans les écoles, on peut enseigner ce qu'on veut, mais vous nous avez dit que vous préférez qu'il y ait une étude plus philosophique de la religion et de la philosophie humaine en général. Et du coup, vous, comme philosophe, comment est-ce que vous différenciez cette philosophie laïque et cette politique laïque, qui sont deux séparations de la laïcité? La laïcité que moi je souhaite, c'est pas la laïcité philosophique qui est un positionnement anti-convictionnel, anti-religieux a priori. La laïcité politique, c'est pas ça. C'est de dire toutes les religions et toutes les convictions doivent être mises quelque part à égalité et donc il faut préserver une sphère de tout cela et cette sphère, ça doit être l'école et ça doit être l'administration publique. Sinon, il y a toujours une conviction religieuse qui finit par s'imposer aux autres. Et ça ne va pas parce que alors vous n'êtes plus vraiment libre de penser et d'exprimer ce que vous voulez. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler réellement de laïcité en Belgique, vu que c'est une monarchie qui est quand même rattachée aux valeurs catholiques? Objectivement, il y a quand même eu un grand nombre de progrès en Belgique qui font en sorte que c'est un État de plus en plus laïque. Au fond, tout ce qui sépare encore la Belgique d'être un État vraiment laïque, c'est la question de l'affichage des convictions dans les administrations et c'est la structuration de l'école et des cours de morale et de religion. Toujours surpris de voir des collègues d'autres partis se déclarer pour la neutralité de l'État
ou très laïque, et elle est quand même s'afficher dans une manifestation religieuse qui vise à demander la protection de Dieu sur la famille royale. À part ça, objectivement, si vous regardez le fond des choses, on ne peut pas dire qu'on soit non plus un État religieux ou une théocratie. Donc, lorsqu'on parle du bien-être animal, ben, je suis désolé, je trouve que quand il y a un conflit sur la question de l'abattage rituel avec ou sans étourdissement, à un moment, quand on doit s'opposer le rapport entre deux valeurs fondamentales importantes, à savoir la liberté de culte et le bien-être animal qui devient une valeur cardinale, ben, je trouve assez normal, surtout s'il existe en plus une méthode d'abattage qui permet de concilier les deux, ce qui est le cas de l'électrolyse, ben, il est normal que le bien-être animal soit prévalent par rapport à la liberté de culte. Mais par exemple, vous parlez de l'abattage rituel et du bien-être animal, mais quand les animaux sont dans les abattoirs, est-ce que c'est réellement du respect du bien-être animal? Abattage rituel ou pas rituel, le fait d'avoir à Bruxelles un abattoir en pleine ville, à Anderlecht, c'est pas humain de toute manière, quelle que soit la manière dont on les abat. Mais si on continue à manger de la viande, avoir le débat de se demander si il est quand même pas préférable d'électrocuter un animal ou de l'étourdir pour qu'il soit inconscient, d'une part, ou alors d'envisager l'autre option qui est celle qui est demandée par deux cultes en particulier, qui est qu'il faut absolument qu'un animal soit conscient de A à Z au moment où on l'égorge. Bah, excusez-moi, si l'animal de toute façon être tué, je pense qu'il est plus humain de choisir l'option où il est inconscient. Et pour revenir sur la question de la laïcité, du coup, l'État belge, même s'il n'est plus catholique comme il l'était, il a quand même des valeurs et une tradition catholique. Est-ce que pour vous, la Belgique voudrait pousser cette laïcité à un point où il faudrait remettre en question cette culture catholique, par exemple des dimanches où on ne travaille pas, les congés de Pâques, Noël, etc. Alors, il y a une attaque, c'est vrai, sur les jours fériés, les dimanches, etc., mais c'est pas une attaque anti-catholique du tout, c'est une attaque pro-libérale. Et donc il y a un débat assez subtil, mais ça c'est pas un débat laïque pour moi, c'est un débat gauche-droite-centre. Le débat, c'est comment on fait société demain. Pour nous, c'est le mélange des gens, le mélange des convictions, et la préservation de certaines sphères qui doivent rester sacrées, si j'ose dire, par rapport à toute autre conviction religieuse ou philosophique. Vous avez certainement vu le cas d'interdire le voile dans le sport en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ils parlent de laïcité, mais en réalité, ils transmettent, c'est plus une envie d'interdire une certaine religion. Par exemple, ce qu'on a vu dans les JO, où l'équipe française des Jeux Olympiques a dit on ne peut pas porter de signes religieux, mais par contre, le voile était interdit. Il y a des femmes qui voulaient porter le voile et elles n'ont pas pu. Mais il y avait des hommes qui avaient une croix au cou, et on fait des photos avec, et personne n'en a parlé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je crois qu'il faut être cohérent. Soit on interdit tous les signes convictionnels et religieux, soit on n'en interdit aucun. Pour moi, c'est une question de contexte. La question, c'est dès que vous représentez quelque chose d'autre que vous-même. Sur le sport, je trouve que c'est un sujet compliqué. Et j'ai pas d'avis définitif. Mais l'idée de dire, en fait, dès qu'on prend une législation qui interdit les signes convictionnels, c'est juste pour attaquer le voile, c'est pas vrai. Et bon, il n'y a pas de raison d'autoriser une croix si on interdit les voiles. Mais, à contrario, venir dire ah, votre interdiction touche que les voiles musulmans. Ben non, c'est parce qu'il n'y a que les voiles musulmans qui essayent de s'imposer comme signe convictionnel dans l'espace public. C'est une religion en particulier qui demande des privilèges qu'en fait, dans toute l'histoire du pays, personne d'autre n'a demandé. Il y a un statut Camus de la fonction publique qui demande donc la neutralité dans les actes et dans les apparences, en tout moins, et qui date de, je crois, 1934, bien avant que l'islam soit reconnu comme religion aussi, bien avant même qu'il y ait un nombre significatif de musulmans dans le pays. Ça veut donc bien dire qu'il y avait une philosophie de la neutralité de l'État bien antérieure à une religion particulière et que donc la neutralité ne vise pas une religion particulière. Là où vous avez raison, c'est que tous ceux qui défendent la neutralité de l'État doivent bien prendre soin, par équité, de considérer que tous les signes philosophiques et religieux doivent être traités de la même manière. Si vous en interdisez un, vous devez les interdire tous, ça c'est évident. Mais alors, vous dites que interdire le voile, c'est une façon d'empêcher cette radicalisation qui veut s'imposer. Mais est-ce que le fait qu'une femme fasse du sport, même s'il est voilé, ce n'est pas une façon d'intégration? Encore une fois, sur le sport, moi, quand j'ai pas d'avis définitif sur un truc, je le dis. Je trouve que sur le sport, effectivement, c'est compliqué. Quelqu'un qui fait son jogging, de quel droit aller l'empêcher de porter un voile? Évidemment, il ou elle fait ce qu'il veut. Là, on parle, dès que vous êtes un athlète dans une représentation sportive officielle, je trouve qu'il y a matière à réflexion parce que vous représentez autre chose que vous-même. Donc, il ne s'agit pas juste de protéger les usagers, il s'agit de protéger notamment, par exemple, ces femmes musulmanes qui n'ont pas envie de porter le voile, de la pression réelle qui existe, et on pourrait faire le même raisonnement pour toutes les religions. Il s'agit de protéger ces minorités-là, qui elles peuvent pas aller se plaindre à UNIA, qui n'ont nulle part où se plaindre. La seule chose qui les protège, eh bien, ce sont les règlements de neutralité qui interdisent tous les signes convictionnels et religieux. Et j'ai entendu que vous utilisez le mot ostentatoire. Mais est-ce que vous pensez réellement
que du coup ils veulent le montrer? Parce que ostentatoire, ça veut dire qu'ils ont l'intention de montrer leur kippa, voile, croix. Est-ce que vous pensez que réellement les personnes qui portent le voile, c'est par envie de montrer qu'ils portent le voile ou par envie de le porter? Mais en fait, il y a des motifs très différents de porter des signes convictionnels. Ça va de la foi intime qui ne regarde que soi. Ça va de la volonté prosélyte visant à populariser un islam visible dans l'espace public. Ça va de tout à fait d'autres motifs. Et donc, c'est difficile de faire un jugement, et je ne le permettrai pas, sur les motifs pour lesquels les gens portent des signes convictionnels. Et d'ailleurs, ça ne regarde pas l'État. Moi, je ne dis pas que la religion doit être une sorte de hobby privé que vous ne pratiquez que chez vous. Quelqu'un a le droit de porter une croix, une kippa, un foulard dans la rue, par exemple. Il ne viendrait pas à l'idée de vouloir interdire ça. Et pour finir avec cette question de la laïcité qui a été quand même un peu parlée maintenant, vous qui êtes philosophe, je vais citer un philosophe qui parle justement pas de laïcité directement mais qui la mentionne. Qu'est-ce que vous en pensez de la citation de Karl Marx de la religion est l'opium du peuple? Je trouve que le PTB devrait la relire attentivement, parce que sur ce côté-ci, il ne s'inspire pas beaucoup de Marx, qui sont plutôt le relais de revendications communautaristes. Marx a évidemment raison. Les religions, toutes les religions, ont été, dans l'histoire de l'humanité, une forme de refuge. J'ai du respect pour les religions, toutes les religions. Je les ai étudiées comme philosophe. Il y a quelque chose de beau dans le fait que l'être humain ne se satisfait pas de sa finitude, et c'est très difficile à admettre. L'idée qu'on n'a qu'une seule vie et qu'une fois que c'est terminé, il n'y a rien. C'est mon avis, hein. Moi je suis athée, je pense qu'on est là à peu près par hasard, qu'on a une chance extraordinaire de vivre chaque seconde de notre vie. Donc depuis le début, l'humanité s'est construit des croyances pour échapper à cette finitude, parce que son poids est en fait vraiment douloureux à affronter. Les motifs pour lesquels les religions ont été créées, je les comprends. Mais dès le moment où, au nom des religions, on veut imposer ce qui doit être fait, dès le moment où une religion nous parle de trucs interdits, je trouve que ça ne va pas. Et toute l'histoire de la civilisation des 2000 ans qui viennent de s'écouler est l'histoire de la libération des êtres humains vis-à-vis des carcans religieux. Voilà. Non, je ne combats pas les religions. Je trouve ça, chacun a le droit d'avoir la religion qu'il veut. On est dans des pays libres où on peut les pratiquer de manière extrêmement libre et diversifiée, et c'est très bien. Le seul truc, c'est ne pas l'imposer à l'autre et accepter qu'il y ait des endroits tellement sacralisés qui soient hermétiques aux influences religieuses. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir bu un petit café avec nous. Avec plaisir. Vous pouvez partager vos réseaux sociaux, comme ça on peut vous suivre. Et voilà. Merci à vous.